Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Jean Moketo pour parler de tout, mais surtout de rien. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle critique. Aujourd'hui on va parler de Joker, Folie à 2, donc le deuxième opus de la saga du Joker, donc de la version de Todd Phillips. Mais avant de parler de la critique en tant que telle, je rappelle que ça y est, le premier épisode de ma série dystopique M50 Bye Bye déjà est disponible sur ma chaîne principale, l'Archipel Moketo, donc n'hésitez surtout pas à aller y jeter un œil, vous avez le lien en description, c'est un projet qui nous a pris plusieurs années, on a mis beaucoup de temps à réaliser ce premier épisode, on a essayé d'être le plus professionnel possible. Maintenant nous sommes en recherche de fonds pour financer la suite, pour pouvoir réaliser les 5 autres épisodes. Mais voilà, en attendant, n'hésitez surtout pas. Ça a été beaucoup de travail, beaucoup de temps. On y a mis tout ce qu'on pouvait, donc n'hésitez surtout pas à aller consulter ça. Vous avez le lien dans la description. Ça nous aiderait beaucoup d'avoir un petit clic de votre part et d'avoir votre avis sur ce premier épisode. Maintenant, qu'en est-il de ce Joker qui, du coup, a beaucoup fait parler, puisque, eh bien, on rappelle que après le premier opus, en 2019, qui a raflé multiples récompenses et qui a touché le milliard, il me semble, au box-office. On a eu l'annonce d'un deuxième opus. Surprise générale, pourquoi faire quel est le but le 1 se suffisait complètement à lui-même, c'était vraiment un film qui se suffisait à lui-même, qui n'avait pas besoin de s'inscrire dans une saga. C'était d'ailleurs ce qui faisait l'une des forces de ce film, c'est qu'il était autosuffisant comme un stand-alone. Et deuxième surprise, on apprend que ce sera une comédie musicale. Donc c'est vrai que, bon, ça a beaucoup... ces annonces ont beaucoup divisé, et alors qu'en est-il de ce film? Alors, déjà, petit rappel, j'ai énormément apprécié le premier opus. Je l'idolâtre pas, je suis pas le plus grand fan de ce film, mais je dois bien admettre que le premier film m'a énormément plu. J'ai beaucoup aimé cette version du Joker, beaucoup plus terre à terre. On est beaucoup plus dans l'intime du personnage, avec une photographie qui était somptueuse, et puis on était plongé dans un grain années 70 qui personnellement me ravissait beaucoup. Je trouvais que c'était vraiment une manière très intelligente de raconter l'histoire d'un anti-héros qui allait un petit peu à l'encontre de toutes les productions super-héros qu'on se tape depuis 20 ans. Donc voilà, le premier épisode, le premier film, j'avais beaucoup apprécié. Cette critique va être un petit peu spéciale. Je vais d'abord vous partager ce que j'ai pensé du film en sortant de la salle, tout simplement. Je vais vous partager toutes les notes que j'ai prises sur le film. Et ensuite, je vous proposerai une deuxième version de la critique qui est d'un angle très différent, parce que j'ai eu vent de certaines informations concernant la production de ce film qui, du coup, m'ont fait comprendre énormément de choses sur ce film. De quoi parle ce film? Eh bien, on va retrouver Arthur Fleck, qui est donc emprisonné à Arkham, donc la prison de Gotham, et donc on va suivre en quelque sorte la préparation du procès du Joker, pour qu'il soit jugé pour les différents crimes, pour les 6 meurtres qu'il a commis dans le premier film. Et donc, son avocate va tenter de prendre sa défense en appuyant sur le fait que Arthur Fleck est quelqu'un de malade, et que donc le masque qu'il a mis pour interpréter le Joker n'était qu'un personnage, une interprétation, mais que ce sont surtout ces troubles psychiques qui l'ont obligé à se diviser. D'un côté Arthur Fleck, et de l'autre Joker. Et donc voilà, son avocate va tenter de faire raisonner la cour en leur disant que voilà, c'est quelqu'un de malade, il ne l'a pas fait sciemment. Et durant son internement à Arkham, eh bien Arthur va faire la connaissance de Lee Quinzel. En attendant son procès, il va faire sa connaissance au sein de l'établissement, et il va découvrir une véritable passion pour ce personnage, donc interprété par la grande Lady Gaga, donc Harley Quinn. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur le synopsis. Je dois bien vous admettre que oui,
je suis sorti très mitigé de ce film. Ce qui est sûr et certain, c'est que il ne dépasse pas, il n'est pas meilleur que son prédécesseur. Ça, je pense que quasiment personne n'osera dire ça, que ce film est mieux que l'autre. Ce qui est d'ailleurs un des principaux défauts de ce film, c'est-à-dire qu'il vit dans l'ombre du premier. Étant donné qu'on est sur le procès de Arthur, on est sur les différentes étapes de son procès. Une des choses que j'ai trouvé dommage, c'est que du coup, on est beaucoup sur de la redite. Il y a beaucoup de phases de dialogue où il est question de redire ce qui s'est passé, de faire un récapitulatif de ce qui s'est passé dans le film d'avant. Rappelez-vous, Arthur, vous avez tué 6 personnes, vous avez tué un présentateur en direct à la télévision, vous avez une relation étrange avec votre mère, votre père vous battait, vous étiez amoureux de votre voisine, etc., etc. Enfin, il y a pas mal de dialogues qui sont juste, voilà, rappelez-vous, Arthur, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Et c'est vrai que du coup, d'un point de vue spectateur, bah, c'est un peu dommage parce que du coup, on est trop souvent dans la cible, on est trop souvent dans l'angle du film d'avant. Ça, c'est un peu dommage. Pour dire les choses un peu plus clairement, ce film n'apporte rien de véritable à ce qu'a posé le premier film. C'est-à-dire que ce deuxième opus est clairement optionnel. Il ne va pas beaucoup plus développer le personnage du Joker, ni même l'univers qui l'entoure. On est presque sur un huis clos dans ce film. On va surtout se balader entre l'hôpital, la prison d'Arkham et la salle de procès. Ça va surtout être dans ces endroits qu'on va se balader. Donc, une ambiance très étouffante. On respire pas beaucoup. Et ce qui fait que voilà, l'univers en tant que tel dans lequel on se trouve, de Gotham, etc., on va pas beaucoup se balader dedans. Et puis, surtout par rapport au personnage du Joker, il n'y a pas grand-chose de nouveau qui va nous être proposé. Toute la première partie du film, il va être perdu, il est dépourvu de sentiments, il a plus de raison de vivre, jusqu'au moment où il rencontre Harley Quinn, donc Lady Gaga, mais qui là, effectivement, va le transporter dans une grande fascination, dans une grande euphorie. Mais là, pareillement, si je pouvais un peu nuancer, je dirais que on l'a eu aussi dans le film d'avant. C'est-à-dire que dans le film d'avant aussi, il était un peu amoureux. Alors oui, la relation n'est pas du tout la même, mais on avait déjà vu un Arthur fasciné, amoureux, qui voulait impressionner avec sa voisine, dont j'ai oublié le prénom du personnage, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est vrai que d'un point de vue développement sur Joker, il n'y a pas vraiment de nouvelles couleurs. On va pas nous proposer quelque chose de nouveau, de supplémentaire. Même les fois où il se maquille en Joker, je pense notamment à cette séquence dans le tribunal, c'est pas quelque chose de très différent de ce qu'il avait pu nous proposer dans l'émission télé à la fin du premier film. Clairement, il n'y a pas de nouvelle phase narrative, je trouve. Joker ne propose pas de nouvelles facettes de sa personnalité. En tout cas, j'ai trouvé. D'autant plus que, dans le premier film, il était question un petit peu de nous montrer que Arthur, il était sans arrêt en train de pivoter entre lui-même et Joker. La scission, la frontière entre Arthur et Joker était très floue. On ne savait pas trop sur quel pied danser, et c'était ce qui faisait l'une des forces de ce personnage. Tandis que là, dans ce film, la frontière, pour moi, est liée. C'est-à-dire que les phases où il n'est pas maquillé, il est vraiment Arthur, et quand il est maquillé, il est vraiment Joker. Il n'y a plus cette espèce de nuance, cette espèce de dualité un peu floue. Ah, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de devenir? Là, c'est clair et net. Quand il n'a pas son maquillage, c'est Arthur. Quand il a son maquillage, c'est Joker. Et donc ça, apparemment, c'est quelque chose ça déconstruit véritablement son personnage, et j'ai trouvé ça quand même assez dommage.
Pour parler maintenant du personnage de Lady Gaga, je dirais que Lady Gaga, elle représente, enfin Harley Quinn, elle représente tout ce que je ressens par rapport au film. C'est-à-dire que Harley Quinn, tous les passages où elle apparaît dans le film, elle est magnifique. Plastiquement parlant, on va dire, elle est sublime. Son jeu d'acteur, la manière dont elle est filmée, les lumières, les jeux de lumière sur elle, ses différentes coiffures, ses différents maquillages, la manière dont elle est mise en scène, son acting, sa voix, son chant, elle est sublime. Ce rôle lui va à ravir. Vraiment, t'as l'impression qu'elle est née pour ce rôle, elle est née pour Harley Quinn. C'est divin d'un point de vue mise en scène ce qu'ils ont fait de l'actrice. Ça lui va comme un gant. Vraiment, honnêtement, c'est une réussite totale. Mais par contre, narrativement, je trouve qu'elle ne raconte pas grand-chose. Je suis pas un grand connaisseur de Batman ni de Harley Quinn, et c'est vrai que quand j'ai appris qu'on allait avoir Harley Quinn dans la suite de Joker, avec Todd Phillips, j'étais ravi, parce que je me suis dit, putain, je vais en apprendre plus sur Harley Quinn. Parce que la Harley Quinn du DC Universe, j'en suis pas le plus grand fan. Bon, j'ai pas vu Bird of Prey, mais je l'ai vu dans les Suicide Squad. Et c'est vrai que elle a l'air quand même très éloignée de ce qui est raconté dans les comics. Le côté, elle est psychiatre, je crois. Elle est la psychiatre de Joker à la base, etc. Donc je me suis dit, putain, là, on va avoir du travail sur Harley Quinn. Je vais enfin comprendre quel est son personnage au-delà du costume. Et il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, et putain, qu'est-ce que ça m'a surpris. En fait, là où les bandes annonces nous laissent un petit peu croire qu'on est sur une histoire d'amour, qu'on est vraiment sur une symphonie entre les deux personnages, une danse endiablée et amoureuse entre les deux personnages, en fait, il n'est pas vraiment question de ça. On est plus sur une histoire de fanatisme que de réel amour. Le film va clairement te le faire comprendre au bout d'un moment. Elle n'est pas vraiment amoureuse de Joker. C'est du fanatisme. Elle n'est pas amoureuse d'Arthur, elle est amoureuse du Joker. Elle est amoureuse du concept du Joker. Et du coup, j'ai trouvé ça dommage parce que, au-delà de Joker, Harley Quinn n'existe pas vraiment dans le film. On la voit un petit peu en dehors de Arkham, mais c'est vraiment des interludes, c'est vraiment des mini-séquences. On apprend très peu de choses au final sur son personnage. Au-delà de l'aura de Joker, elle n'existe pas vraiment. Elle n'existe pas sans Joker. Elle n'a pas de consistance sans qu'il soit dans les parages. Et ça, ouais, ça m'a beaucoup déçu parce que je trouvais qu'elle est à l'image, elle est fantastique. Et donc, mais donc c'est vrai que au-delà de son fanatisme pour Joker, elle n'existe pas. Et je trouve ça d'une tristesse sans nom. Je trouve que c'est vraiment sous-estimé de fou le talent de Lady Gaga, qui chante extrêmement bien aussi dans le film. On va un petit peu en parler, mais d'abord je voulais quand même revenir sur l'image et la photographie de ce film qui reste le point absolu qui mettra tout le monde d'accord. Le film est magnifique, hein, d'un point de vue lumière, d'un point de vue photographie, d'un point de vue couleur, d'un point de vue jeu d'ombre. Il y a tout un aspect, symbolique sur l'ombre. Notamment au début, il y a une sorte de mini-sketch, il y a une sorte d'introduction qui te fait comprendre qu'il va être question de Joker et de son ombre, et cette ombre, elle va être mise en scène de plein de manières, que ce soit via le personnage d'Harley Quinn, comme dans les jeux de lumière et de couleurs dans le film. Voilà, on va être souvent dans des lieux assez sombres, et il va y avoir quelques néons de lumière qui vont faire apparaître les seuls éléments que le réalisateur a envie que tu vois. Et ça fonctionne très très bien. Que ce soit via du feu, via des lumières de scène, via une lumière d'un écran. Il y a un jeu de lumière et d'ombre très intéressant, notamment aussi avec la fumée. J'ai arrêté de compter le nombre de fois où des personnages se mettent à fumer dans le film, mais c'est très intéressant parce que c'est là aussi une preuve de génie de la photographie du film, c'est-à-dire que il y a plein de fois où la mise en scène va jouer avec
la fumée, avec la texture de la fumée, avec sa forme, la forme qu'elle prend dans l'air, et tout ça, c'est grâce à des lumières bien positionnées qui soulignent très très bien ça. Il y a aussi pareillement pas mal de scènes de crépuscule que je trouve sublimes à chaque fois qu'on fait un aller-retour entre Gotham et Arkham. Tu as systématiquement une sorte de mini-séquence de trajet, et tu vois vraiment le soleil avec sa lumière très très orange qui se reflète dans l'eau. Vraiment, non. D'un point de vue couleur, d'un point de vue photographie, c'est génial. Tu t'en prends mais tellement plein les yeux. Je suis à chaque fois bouche bée. Ça m'avait fait déjà le coup avec le film d'avant, mais là encore une fois, c'est sublime. Même dans les interludes musicales, on retrouve toujours cette maîtrise de la lumière qui est divinement bien réalisée. Maintenant, je vais parler de la musique, parce que il faut bien en passer par là. C'est vrai que je m'étais dit, oui, mais alors peut-être que ce ne sera pas vraiment une comédie musicale, peut-être qu'il y aura 2 voire 3 passages musicaux dans le film, pas plus. Non, c'est vraiment une comédie musicale. Il y a vraiment plusieurs fois, 4, 5, 6 fois dans le film, des interludes musicales. Et alors, je suis pas le plus grand fan de comédie musicale, mais il y a des choses que j'ai pu accepter. Je trouve qu'il y a un traitement de la musique qui est très intéressant dans ce film, notamment dans la manière dont la musique diégétique s'inscrit dans l'histoire. C'est-à-dire que ce film te rappelle à quel point la musique dans notre monde, dans le leur comme dans l'autre, elle est quand même au final assez omniprésente. C'est-à-dire que ce soit via un jingle télévisé, que ce soit via quelqu'un qui se met à chantonner une hymne ou quelque chose pour encourager quelqu'un, que ce soit via un sifflement, plusieurs fois le film va jouer sur le silence, et d'un coup tu vas entendre une musique qui sort de quelqu'un qui chantonne, un jingle, voilà, des trucs comme ça. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, la manière dont le film t'introduit à la musique petit à petit. Notamment, il y a une séquence que je trouve très intéressante, c'est il y a un moment où il y a un personnage qui va être un petit peu assommé, qui va être à la limite de perdre connaissance, et il va être emmené dans une voiture. Et bien la première chose que le personnage va entendre quand il va revenir à lui-même, quand ses oreilles vont lui repermettre d'entendre quelque chose, la première chose qu'il va entendre, c'est la musique qui passe à la radio de la voiture. Et donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant, la manière dont le film te rappelle, te fait comprendre à quel point la musique, elle est partout autour de nous, et des fois, on n'y prête plus forcément attention. La musique se trouvait une sorte de refuge pour Joker, et c'est vrai que au bout d'un certain temps dans le film, j'ai trouvé ça intéressant. La manière dont la manière dont les phases musicales sont réalisées. Parce que, en fait, étant donné que on est sur 2 personnages qui ne sont pas du tout stables psychologiquement, j'ai trouvé ça intéressant de représenter leurs fantasmes et leur côté très fantaisiste via des phases musicales, en fait. Dans leur tête, ils se représentent vraiment comme des rois de la scène, comme des rois du showbiz. Je trouve que au final, ça correspond bien à leur personnage. Ça aide effectivement quelquefois à comprendre un petit peu dans quelle phase psychologique ils se trouvent. Là où voilà, ils sont en train de se faire engueuler par quelqu'un, et ben dans leur tête ils sont tout joyeux, et donc c'est marrant de les voir d'un coup être sur scène en train de danser, de chanter, de se déconnecter complètement de la réalité, parce que c'est ça en fait, hein, ces 2 personnages qui sont malades et qui sont déconnectés de la réalité. Donc je trouve qu'au final, le côté comédie musicale n'est pas si impertinent que ça. Je trouve qu'il y a une certaine cohérence dans le fait de mettre en scène ces personnages via des phases musicales. Mais je trouve premièrement que les musiques ne sont pas exceptionnelles. Ce ne sont que des reprises, il n'y a aucune musique qui est originale pour le film, ce ne sont que des reprises. J'ai pas trouvé que les musiques... Alors, elles sont cool, hein, les musiques, hein, mais j'ai pas eu ce réflexe à la sortie du film de me dire « Oh putain, il y a telle et telle musique que j'ai
que j'ai trop envie de réentendre. Ça m'avait fait un peu le cas avec Wonka de Charlie et la chocolaterie. Il y a des musiques, pareillement, c'est une comédie musicale aussi. Et pareillement, j'étais en mode, oui, bon, bah, il n'y a pas vraiment de musique que j'ai envie de réentendre, comme dans un Disney, par exemple. Là, ça m'a fait un peu le même truc. Il n'y a pas vraiment de musique où je me suis dit, wow, j'ai hâte de les réentendre, de les réécouter chez moi. Donc déjà, dans le choix de la playlist, j'ai pas été très convaincu. Et surtout, je trouve qu'au bout d'un moment, c'est assez répétitif. Plus tu avances dans le film, plus tu vas te diriger vers un point culminant. Et le fait que tu as une phase de développement, tu es sur le qui-vive, et puis là, bam, c'est recoupé par une musique pour raconter la même chose. Ah oui, on s'aime, ah oui, la folie, etc. Au bout d'un moment, au bout de 2 heures de film, quand c'est la 5e fois qu'on te fait ça, j'ai trouvé que ça commençait à devenir un peu redondant. Et ça m'a un petit peu lassé au bout d'un moment d'avoir ces cassures musicales. Elles sont bien réalisées, les mises en scène sont très cool, mais ça reste assez répétitif. Et d'ailleurs, il y a un moment qui illustre parfaitement ce que j'ai ressenti, c'est-à-dire qu'il y a un moment, Joker va poser une question à Harley Quinn. Et Harley Quinn va lui répondre en chantant, en se mettant à chantonner une chanson. Et Joker va lui dire « Mais arrête de chanter, parle-moi. Là, je veux que tu me parles, je veux pas que tu chantes. » Et vraiment, ça m'a fait sourire parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti plusieurs fois dans le film. Genre plusieurs fois dans le film, je me suis dit « Mais s'il vous plaît, partagez ce que vous ressentez vraiment, montrez-nous ce que vous ressentez vraiment au-delà au-delà que via de la musique en fait, que via des interludes. Parce qu'au bout d'un moment, on a compris, j'aimerais bien que vous vous exprimiez autrement. Et aussi, j'aurais bien aimé que le côté musical soit un petit peu plus barré. Il y a quelque chose de très propre, de très soigné, de très sobre dans leur show, à la Land ou des choses comme ça. Et moi, j'aurais bien aimé que ça se permette quelques fantaisies en plus. Je dis n'importe quoi, tu vois, des cadavres, des gens pendus qui se mettent d'un coup à descendre de la scène, ou tu sais, vraiment des choses un peu horrifiques pour te rappeler qu'on est dans la tête de gens qui sont insensibles à la mort ou les choses comme ça. Bah, j'ai pas trop eu ça, et j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça assez dommage. D'autant plus que la fin du film est assez brutale. Je suis persuadé qu'elle ne plaira pas à tout le monde. Elle a un sens, mais je dois bien admettre que, ouais, elle est quand même assez brutale, mais pas dans le sens violente, mais dans le sens où tout arrive très vite et t'as pas vraiment le temps de comprendre ce qui vient de se passer. Il y a une sorte d'enchaînement de brutalité à la fin, à la toute fin, qui m'a un peu laissé sur ma faim, je dois dire, c'est le cas de le dire. Et j'ai trouvé ça assez dommage. Mais aussi pour revenir vite fait sur l'aspect violence, il y a des scènes de violence par contre qui fonctionnent très bien, j'ai trouvé. Je vais pas en rentrer dans les détails pour pas spoil, mais notamment il y a des phases de violence qui ne sont pas montrées. En fait, tu entends ce qui se passe, mais tu ne le vois pas, ce qui rajoute un malaise assez glacial et qui, je trouve, par contre, a bien fonctionné à ce niveau-là. Et puis d'autres éléments, je regarde un petit peu ce que j'ai noté. Oui, alors d'autres éléments que j'ai pu noter, il y a Harvey Dent dans le film, donc double face. Pareil, je l'ai trouvé assez anecdotique, que ce soit dans son jeu d'acteur comme dans ce qu'il raconte. Je l'ai trouvé très très anecdotique. Tu l'enlèves du film, c'est pareil, hein, ça n'ajoute... Il n'y a pas une grande plus-value à sa présence. Et j'ai aussi noté effectivement que Harley Quinn est tellement invisible et tellement dépourvue de matière sans Joker, que j'ai limite eu l'impression à différents moments que Harley Quinn était presque un mirage inventé par Joker. Alors c'est pas le cas parce qu'il y a certains personnages qui parlent d'Harley Quinn, donc je pense qu'elle existe vraiment, mais la manière dont elle est traitée, elle est tellement traitée d'une manière comme un mirage, comme quelqu'un qui te guide vers quelque chose vers lequel il ne faut pas aller, que j'ai vraiment eu l'impression plusieurs fois qu'elle n'était pas vraiment là. Qu'elle était une illusion dans l'esprit de Joker. Voilà, c'est un peu les sentiments que j'ai eus. Voilà, ça c'est ma première partie de ma critique. Et maintenant, je voulais revenir sur une deuxième partie de critique. Parce que,
En écrivant, en me documentant pour faire ma critique, j'ai appris que Todd Phillips, donc le réalisateur du film, aurait dit dans un dossier de presse que ce film ne fait pas suite au premier film, il fait suite au succès du premier film. Et en fait, quand j'ai appris ça, tout m'a semblé totalement logique. Et là, j'ai beaucoup mieux compris le film. Ça ne veut pas dire que je l'ai mieux apprécié pour autant, que je l'apprécie mieux pour autant, mais je comprends mieux l'angle d'attaque. C'est-à-dire qu'en fait, le premier film a engendré tellement de merde, il y a tellement de débiles qui ont pris le Joker comme quelque chose à idolâtrer, comme un symbole. Il y a tellement de gens qui se sont accaparés le personnage et qui se sont représentés en eux, qui se sont sentis représentés en eux, que je pense que du coup, Todd Phillips a voulu réaliser cette suite pour dire une bonne fois pour toutes, non, Joker, ce n'est pas un personnage cool. Non, il ne faut pas le prendre comme un idole. Non, il ne faut pas le prendre comme exemple. Non, je n'ai pas voulu créer un héros pour nous rebeller contre la société. Non, c'est un anti-héros, c'est quelqu'un de mauvais, c'est un criminel, et il ne faut pas l'idolâtrer et le voir comme quelqu'un, comme un exemple. Et en fait, une fois que j'ai compris ça, le film m'a semblé beaucoup plus logique. Ça explique pourquoi Joker n'a pas vraiment de développement dans ce film. Pourquoi le film ne raconte pas une nouvelle aventure, une nouvelle histoire. En fait, c'est vraiment le procès du personnage, faire comprendre au public qu'il faut condamner les personnes comme ça, et qu'une personne comme ça, aussi instable émotionnellement, ne peut pas avoir une fin heureuse, et ne peut pas être représentée comme un héros. Et donc j'ai compris que du coup, oui, en fait c'est pour ça que le personnage a si peu de développement dans le film. C'est pour ça qu'on cherche à le déconstruire, à le condamner. Et c'est pour ça que Harley Quinn est vue comme une fanatique. En fait, Harley Quinn, dans son traitement, elle n'est ni plus ni moins que la personnification de toutes les personnes, de tous les fans de Joker qui pensent qu'il est dans le vrai. Et c'est vraiment très bien représenté et très limpide quand on pense notamment à la fin du film, où en fait, une fois que Harley Quinn comprend une certaine chose vis-à-vis de Joker, elle se met à agir différemment. Et c'est en ça, en fait, que du coup, oui, en fait, ça me semble logique qu'elle ait été écrite de cette façon. Qu'elle n'existe que via le rayon de soleil symbolisé par Joker. Mais qu'au-delà de ça, elle n'existe pas vraiment. Donc, voilà, en fait, je pense que avant de voir ce film, il faut avoir conscience que le but de l'équipe n'a pas été de raconter une suite véritablement à l'histoire de Joker, c'était surtout pour rappeler au débilus de notre société que non, je n'ai pas écrit un héros, non, je n'ai pas écrit un exemple à suivre. Je pense que ce film, c'est une sorte de rattrapage de la part de Todd Phillips pour dire non, je veux revenir sur ce que j'ai fait en 2019, je ne suis pas fan, de ce qu'il fait, j'encourage pas à faire ce qu'il fait en fait. C'est pas du tout ce que je veux faire. Et donc je pense que c'est pour ça, encore une fois, que ce film a cette saveur si particulière, a cette saveur d'audace étrange, avec une couleur faussement agréable et qui dénote complètement de ce qui se passait dans le premier film, et que c'est pour ça que ça a cette saveur de voilà, je veux revenir sur ce qui s'est passé dans le film d'avant, on veut condamner ce qui s'est passé dans le film d'avant, et c'est pour ça qu'on n'en cherche pas à en faire un héros. Au contraire, on essaye le plus possible d'écraser le pauvre Arthur, parce que malgré tout, ça reste un exemple à ne surtout pas suivre. Donc voilà, et une fois effectivement qu'on a compris ça, je pense que le film devient plus intéressant, parce qu'au final, ce film, il n'y a pas d'échappatoire, que ce soit dans le côté huis clos, dans le côté on est beaucoup dans les mêmes décors, on développe pas les choses autour, parce que on est vraiment sur, encore une fois, un criminel à condamner, et qu'il ne faut pas s'échapper dans d'autres visions du personnage. Faut pas continuer de le fantasmer comme beaucoup le font et qui sont dans l'erreur. Voilà. Mais encore une fois, ça n'enlève rien au fait que ça n'empêche que oui, le film a du coup une saveur très particulière, parce que du coup, j'ai pas du tout eu l'impression d'être la cible de ce film en fait.
C'est-à-dire que moi, j'avais très bien compris ce que voulait raconter le premier film, et là, c'est une redite en moins bien fait pour ceux qui auraient fantasmé de fou le Joker. Et du coup, ouais, c'est vrai que ce film me donne une saveur très étrange, parce que du coup, je me dis, bah ouais, mais en fait, ouais, l'intention est bonne, mais moi, je me sens du coup pas vraiment la cible de ce film, parce que vous me proposez une session de rattrapage. J'ai l'impression d'avoir loupé mon bac et d'aller au rattrapage en mode ouais bon, on vous laisse une dernière chance pour mieux comprendre ce que j'ai voulu dire. Ben oui, mais moi je l'avais bien compris déjà dans le premier film. Donc c'est vrai que du coup j'ai pas grand chose à retenir de ce second opus, qui est encore une fois à mes yeux du coup plus une suite optionnelle qu'une véritable suite. Moi du coup je le prends vraiment comme ça, comme une fin alternative, une fin optionnelle, une deuxième version, mais pas vraiment une suite en mode on a voulu raconter la suite de l'histoire, ce qui se passe ensuite à Gotham, de nouveaux personnages, de nouvelles intrigues, de nouvelles péripéties. Non, c'est pas l'objectif effectivement de ce film, et donc effectivement bah ouais, ce film, c'est sûr, il va diviser, il va pas plaire à tout le monde, ça c'est une évidence. Il va pas du tout faire l'unanimité, c'est une évidence. Voilà ce que j'avais à vous dire sur Joker Folie à 2. J'espère que cette critique vous aura plu, un petit peu longue. Mais voilà, j'avais vraiment envie vous partager et mon ressenti sur le film en tant que tel, et sur la vision du réalisateur sur ce film qui me semblait assez importante à souligner. Mais ça n'empêche que Joaquin Phoenix, Gaga, des interprétations exceptionnelles, une image exceptionnelle, des musiques sympathiques, sans plus, mais quand même assez sympathiques, assez chatoyantes, et ça fonctionne quand même un petit peu. Mais voilà, ça reste quand même pas un film sur lequel je vais me ruer, je vais pas me sentir... il va me falloir du temps, je pense, avant d'avoir à nouveau envie de le revoir, contrairement au premier Joker où je me suis fait un gros kiff, un gros plaisir à le revoir. Là, je pense que ça sera pas vraiment le cas. Bref, voilà, j'espère que cette critique vous aura plu, prenez soin de vous, à très vite, on se dit à la prochaine pour de nouveaux contenus sur la Moquette TV. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner, et on se dit à très vite pour de prochains contenus sur la Moquette TV. Prenez soin de vous les gens, et des autres. Bye bye.